Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. L'épisode d'aujourd'hui porte sur un sujet qui revient souvent en coaching avec mes clients et c'est la gestion du changement. Et Dieu sait qu'on en vit à tous les niveaux en ce moment un peu partout sur la planète. Donc, on parle souvent de la gestion du changement, mais moi j'ai le goût de vous parler aujourd'hui de la gestion de l'humain dans le changement. Parce que si on ne gère pas l'aspect humain, ça va être très difficile de faire avancer le changement. Et on le sait, peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase-là, le changement est constant. Hein? On le sait, mais quand même, quand il arrive un changement, notre cerveau aime pas ça. C'est un muscle qui est paresseux, il aimerait rester dans le même sentier, il aimerait que le statu quo reste. Donc, on va se le dire, c'est la bête noire habituellement des humains de faire face au changement puis d'accueillir ça à bras grands ouverts. Puis on ne sait pas toujours comment naviguer à travers les flots et le chaos que parfois ça peut amener. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous accompagner, de vous guider, vous inspirer, vous faire réfléchir, mais aussi vous donner des conseils, puis éviter des pièges dans lesquels tomber. Si vous êtes gestionnaire et vous avez à gérer une équipe pour le changement, peut-être que vous avez à gérer une entreprise, une organisation à travers le changement ou des changements en ce moment. Et aussi, ça se peut que ce soit au niveau personnel. Donc, que ce soit un ou l'autre, vous allez retrouver là, du contenu qui va vous permettre là, j'ose espérer, de vous stabiliser, de vous solidifier à travers la transition et tout ce qui vient avec le changement. Donc, euh, c'est, on perd souvent nos repères, puis il y a différentes phases qui vont découler quand on est face à un changement. Puis, ça va dépendre aussi de la nature du changement. Est-ce que c'est un petit changement? Est-ce que c'est un grand changement? Est-ce que c'est un changement qui est imposé? Est-ce que c'est un changement qui est imposé de l'interne, si on est dans l'organisation? Est-ce que c'est un changement qui est imposé de l'externe, de par les conditions socio-économiques, politiques, des règles, des règlements qui vont changer? Est-ce que c'est un changement qui est volontaire, qui vient de nous? Alors, ça veut pas dire que ça va être autant ou plus facile, mais ça fait en sorte que comme je disais tantôt, le cerveau aime pas trop ça, on devient plus déstabilisé, puis on perd nos repères. Donc, c'est ce qui fait qu'on a souvent besoin d'être guidé puis d'être accompagné quand on fait face à un changement. Donc, peu importe la nature du changement, habituellement, il y a des phases semblables qui vont s'étirer sur une ligne du temps qui va être différente pour chacun des individus puis chacun des environnements. Donc, j'ai le goût de parler un petit peu de ces phases-là. La première phase, habituellement, c'est la phase du déni, et surtout quand c'est un changement qui est imposé, qu'on n'a pas vu venir et qui est douloureux. Donc, habituellement, le déni, hein, je veux pas le savoir, je veux pas le voir. Oh non, c'est pas vrai. Dis-moi pas que ça arrive. Je m'en attendais pas. On a comme plein de réactions qui fait qu'on veut comme bloquer qu'est-ce qu'on vient de se faire annoncer. Puis de, 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 de voir que justement, il y a peut-être des pertes qui vont venir avec ça, parce qu'habituellement, quand il y a un changement, c'est qu'on perd le statu quo, on perd notre stabilité, on perd une certaine forme de confort. Donc, on va tomber un petit peu plus dans les mécanismes de survie. Ça qu'on va figer, ça vient parfois avec le déni. Je me connecte pas tout de suite sur le changement. Je veux pas trop le savoir. Je veux pas y penser. Puis j'espère, je me croise les doigts, puis j'espère que ça va passer. Ou j'espère que ça va bien aller. Mais je suis pas en mode là, de réflexion tant que ça, puis en mode d'action. Donc, ça, c'est comme un peu plus la peur qui nous paralyse, qui nous fige. Euh, Ça peut être aussi la phase de la résistance, parce que c'est une autre forme des fois de survie, c'est qu'on a un attachement à ce qui était. Et quand je tombe plus en résistance, je vais peut-être avoir un comportement davantage de combat. C'est-à-dire que je vais me battre un petit peu plus, je vais être véhément dans mes paroles, je vais m'exprimer verbalement ou physiquement de par soit mon incompréhension, soit mon désaccord. Je vais peut-être être plus directif, un petit peu plus dans la colère, l'irritation, la frustration, comme je tantôt, plus expressif dans mes propos.
parce que ça me fait vivre différentes émotions. Et autant la tristesse que la colère peut faire en sorte qu'on va s'exprimer plus fortement. Euh, un peu plus tard dans le processus, ça va être la phase de l'ouverture. Après que j'ai digéré, puis on va voir après là, les erreurs à ne pas faire là, quand on a accompagné des gens dans le changement, puis même au niveau personnel, on va voir tantôt aussi certaines étapes, certains conseils que je vous donne pour naviguer mieux à travers le changement, faciliter tout ça. C'est que à un moment donné, il y a une partie de moi qui commence à accepter. Accepter ne veut pas nécessairement dire que j'aime ça tout de suite, mais il y a une ouverture qui se fait à l'intérieur de moi. J'ai une ouverture, j'ai une curiosité. OK, ben je veux mieux comprendre d'où ça vient, pourquoi ce changement-là, à quoi ça sert. Le fameux What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Qu'est-ce qui va me permettre d'accueillir davantage le changement? Puis, je suis prête à explorer davantage. Donc, il y a un travail qui a été fait en amont pour que je puisse arriver à cette étape-là. Mais dans la ligne du temps, éventuellement, quand on est bien accompagné ou quand soi-même on se fait bien accompagner, quand on est face à un changement plus douloureux, ben il y a une certaine ouverture qui va se faire parce que je commence à entrevoir des nouvelles avenues. Je commence à voir les opportunités qui vont découler du changement. Donc, ce qui va amener aux autres étapes qui sont l'engagement, l'adhésion. J'adhère. Ça m'a pris peut-être du temps avant de me rendre là, mais j'adhère à ça. Puis, je suis engagée parce que je vois la vision d'ensemble, je vois ça va être quoi les changements positifs que peut-être à la base, je ne les voyais pas. Puis, je vais voir peut-être plus à long terme, même à moyen terme, qu'est-ce qui va être amélioré par rapport à ça. Puis ça peut être autant le même cheminement quand c'est une décision de changement qui vient de nous-mêmes. On va passer aussi des fois par ces étapes-là de déni, de résistance. Je le sais que je dois laisser un conjoint. Je le sais que je dois laisser un travail. Je le sais que je dois laisser aller une amitié. Puis, comme je disais tantôt, c'est vraiment notre bête noire. On n'aime pas ça. On est comme pas trop fait pour accueillir rapidement le changement. Il y a des gens qui sont plus tricotés naturellement pour qui c'est facile, puis pour qui c'est engageant puis stimulant le changement. Mais pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose qu'on recherche nécessairement. Donc, ça ne veut pas dire que parce que le changement vient de nous-mêmes, que ça ne nous fera pas vivre des émotions puis des pertes de repères, puis différentes vagues, différentes phases. Donc, c'est important de comprendre que ça revient toujours à gérer l'aspect humain dans le changement, d'abord et avant tout, parce que ça ne sert à rien de pousser puis d'imposer un changement sans qu'on ait été conscient, sans qu'on ait traité l'aspect humain, parce qu'on va travailler fort, on va donner beaucoup de coups d'épée dans l'eau, puis il n'y aura pas de résultat. Et puis, on va être frustré. Donc, on a souvent des attentes irréalistes quand c'est le temps de gérer le changement, surtout à l'intérieur d'une équipe, à l'intérieur d'une organisation, d'un département, d'une ville, d'une société, etc. Donc, si je reviens un petit peu à la phase de déni, ben c'est comme la première phase quand on a la responsabilité d'accompagner des gens dans le changement, on veut reconnaître puis accepter que les gens au départ, ils feront peut-être pas tant de sens. C'est comme si on devient un peu plus inintelligent. On perd notre logique, on perd notre gros bon sens parce qu'on est dans le sentiment de perte. On veut à tout prix rester accroché à ce qui était. Puis ça va faire en sorte que je peux tomber dans la mentalité de victime, un petit peu l'enfant à l'intérieur de moi qui s'accroche, qui va se chercher des alliés à l'interne pour être du même avis de moi, puis de faire front commun contre le changement. Donc, on ne veut pas sous-estimer cet aspect-là humain du changement. Puis, ça peut être la même chose quand le changement vient de nous-mêmes. On a besoin d'aller chercher du support autour de nous parce qu'on ne veut pas souvent comme assumer pleinement peut-être le changement parce qu'on sait qu'on va faire de la peine, que ça va être douloureux pour certaines personnes. Fait que veut pas, on cherche à s'accompagner, puis c'est très humain. Puis on veut juste reconnaître que si je ne me donne pas l'espace pour communiquer, et si on ne donne pas l'espace pour communiquer, ce que ça fait monter comme inconfort, comme peur, comme sentiment de tristesse ou de colère ou d'incompréhension, c'est que ça ne pourra pas faire shifter les gens. Puis nous-mêmes, personnellement, on ne pourra pas shifter si on ne se permet pas
d'être connecté avec les émotions que ça fait vivre. Donc, c'est tout l'aspect de l'intelligence émotionnelle, puis de la gestion des émotions, autant de nos propres émotions, autant de la gestion des émotions des autres, qui va venir vraiment faciliter ou faire obstacle au changement qu'on veut instaurer. Donc, des erreurs que moi je vois souvent, qui sont faites, souvent inconsciemment, c'est pas pour mal faire, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Puis déjà d'emblée, je dépose ici une ressource que j'ai découvert à mes débuts comme gestionnaire. C'est le Gérer le volet humain du changement de Céline Barel. Barel, Barel, je pourrais le mettre là, dans la petite boîte de discussion en dessous du podcast. Parce que c'est tellement bien écrit. Céline, c'était une prof d'université. Je ne sais pas si elle est encore active aujourd'hui, mais ça a été un beau leg, en tout cas, de sa part. Puis c'est bien vulgarisé. Des fois, il y a trop d'étapes, il y a trop de stratégies, il y a trop de... C'est trop un travail de tête. On est moins dans le cœur, tandis que Céline adresse les deux aspects. Donc, fait que d'emblée, je voulais déposer cette ressource-là pour vous. Si vous êtes en gestion, en leadership, ça pourrait être vraiment une bonne ressource. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a souvent des erreurs que moi j'observe qui sont faites dans les organisations. Puis la première, c'est d'assumer que les gens comprennent d'où vient le changement, puis pourquoi on a le changement, puis de le faire entrer dans la gorge des gens, là, d'arriver avec un changement qui est imposé. Euh, donc, quand il n'y a pas de préparation, j'appelle ça raconter l'histoire. C'est très important de comprendre que quand on ne raconte pas l'histoire, on n'explique pas d'où ça vient. On n'amène pas la vision 360 degrés, parce qu'habituellement, quand on est l'instigateur du changement, ou quand même, ou même quand il y a un changement qui est imposé pour l'organisation, quand on est à la tête de l'organisation, à la tête de l'équipe, du département, ça fait partie de notre rôle et de nos responsabilités de mobiliser nos gens puis de les amener à naviguer à travers le changement. Mais si je me sens démunie puis je ne sais pas trop comment le faire, je peux être maladroit, ça peut vraiment créer l'effet inverse. Donc, ce que je vois souvent, c'est qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de planification, on n'a pas organisé les choses, on n'a pas pensé aux choses à l'avance, aux différentes étapes. Donc, on n'a pas de plan, puis on n'a pas de plan de communication non plus. Euh, on pense qu'on va donner les directives puis que les gens vont suivre. Alors ça, c'est une autre grande erreur de penser que parce qu'on le dit, les gens vont le faire. Qui aime ça se faire dire quoi faire? Pas tant, pas tant de personnes. Puis, si on assume que les gens voient ce qu'on voit, que les gens sont à la même place que nous et qui sont faits comme nous, sont tricotés comme nous, parce que nous, mettons, on est ouvert à ça puis qu'on voit le bienfait de ça, on va se tromper royalement. Donc, c'est hyper important, puis je vais arriver après dans quoi faire là, face au changement, mais c'est important de se regarder puis de voir dans quel piège on peut tomber si on ne prend pas le temps d'articuler clairement le changement. Puis même chose quand c'est un changement qui est initié par nous-mêmes dans notre vie personnelle, il va y avoir des répercussions face à nos décisions. Des fois, c'est une répercussion financière parce qu'on va quitter un conjoint, on va quitter un emploi. Parfois, c'est une répercussion au niveau familial, au niveau du statut, au niveau de l'identité, euh, au niveau de notre quotidien. Donc, les répercussions sont souvent multiples et à différents niveaux de gravité, de densité. Donc, à ce moment-là, c'est important de vraiment prendre le temps de réfléchir à comment on va le faire. Donc, ça se prépare longtemps à l'avance, habituellement. Puis quand c'est des changements imposés, bon, on va le voir un petit peu tantôt comment on peut quand même se débrouiller pour bien faire les choses. Donc, l'autre erreur que je vois souvent, c'est de ne pas impliquer les gens. On est opaque, on retient l'information, on attend à la dernière minute, on implique des fois juste un petit noyau de personnes, puis on est tellement dans la peur, on s'attend toujours au pire. Donc, c'est comme si on ne fait pas confiance aux gens, puis on ne se fait pas confiance à nous. Habituellement, quand on ne fait pas confiance aux autres, c'est qu'à la base, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes. Donc, de ne pas impliquer les gens, puis de ne pas écouter aussi leur réaction,
de ne pas créer un espace pour les écouter puis les recevoir. Ça, c'est la pire chose à faire parce que les gens vont sentir que vous ne les considérez pas. Puis ça va être la pire chose pour les désengager puis les démobiliser. Parce que c'est une des grandes répercussions quand on amène des changements. C'est vraiment le désengagement puis la démobilisation. Donc, quand les gens sentent que on les a pas mis dans le coup, on ne les a pas inclus, c'est qu'on les a infantilisés, on leur a pas fait confiance, donc ils vont être désengagés, ils vont être démobilisés, puis ça va être encore plus difficile de les ramener à bord pour adhérer au changement puis de s'engager dans le changement. L'autre erreur que je remarque souvent, c'est de sous-estimer le temps. Le temps et tous les détails qui viennent avec les changements, l'effet domino et les obstacles qui vont découler aussi du changement. Tout ça prend du temps. Et je remarque, tout au long de ma carrière, j'ai remarqué que on est impatient dans le changement. On veut arriver rapidement. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. C'est inconfortable même quand on l'initie. Puis le cerveau, encore une fois, je reviens à ça, mais c'est vrai que le cerveau n'aime pas le chaos. Il n'aime pas ce qui n'est pas en ordre. Il n'aime pas ce qui est dans les airs. Donc, puis surtout qu'on est de plus en plus dans une société de court terme, on va aller vite. Mais dans l'humain, c'est rare que ça va si vite que ça, surtout si on a toute une équipe à diriger ou une organisation à, à accompagner dans le changement. Donc, ça, c'est vraiment une grande erreur de sous-estimer le temps, parce que je reviens à ça, les gens sont dans un deuil et comme ils n'ont pas souvent été à la base du changement, c'est plus long, c'est plus difficile pour eux, surtout quand c'est pas bien fait, de, de se laisser influencer positivement par le changement et d'être excité par le changement. C'est pas la première réaction habituellement. Donc, surtout si c'est imposé puis c'est pas choisi, c'est sûr que là, ça découle encore plus fort les besoins des gens d'être impliqués puis d'être écoutés dans le processus. Donc, le changement, c'est humain à la base. C'est humain avant tout. Ça, c'est important vraiment. Là, je surligne ça et souligne ça dans mon podcast d'aujourd'hui. Si vous faites ces erreurs-là, consciemment et inconsciemment, c'est que vous allez créer de la méfiance. Puis vous allez trouver que c'est dur d'aller ramer dans le bateau quand il y a une gang qui rame à contre-courant de vous-même. Donc, c'est ce qui m'amène à aller dans quoi faire. Bien, je reviens à raconter l'histoire. C'est peut-être clair dans votre esprit pourquoi ce changement-là s'impose, pour différentes raisons, mais c'est vraiment pas clair pour tout le monde, ça c'est clair. Donc, de prendre le temps de rassembler les gens, de leur expliquer à l'avance, voici vers où on pense s'en aller ou qu'on souhaite s'en aller. Voici ce qu'on aimerait mettre en place. Voici ce qu'on observe dans l'environnement qui nous fait voir, qui nous fait croire qu'il nous faut faire des virages, soit au niveau technologique, soit au niveau ressources humaines, soit au niveau ressources financières, soit au niveau d'un déménagement, soit au niveau de diminuer peut-être la taille de l'organisation, soit au contraire d'avoir de la croissance, changer des titres, changer des postes, changer l'organigramme. Il y a une tonne de changements qui peuvent être faits. Donc, de raconter la vision 360 degrés, de raconter comment vous vous positionnez quand vous regardez le futur, c'est quoi les symptômes, les indicateurs qui vous font dire qu'il y a un ou des changements qui sont à l'aube d'arriver et de les inclure dès le départ, c'est un signe que vous les considérez. C'est un signe que vous leur faites confiance aussi. C'est un signe qu'ils sont importants pour vous. On ne veut pas juste les embarquer parce qu'on veut les manipuler. C'est pas ça du tout. C'est plus, il y a des gens qui l'ont facilement, le big picture. Il y a des gens qui sont vraiment tricotés. Si je reviens au profil de leadership là, et de communication, le fameux DISC ou Insight ou Nova,
un test psychométrique avec lesquels, le Success Insight dans mon cas, avec lequel je travaille, quand on comprend que près de la moitié des gens, ils ont plus une vision micro que macro, puis que c'est des gens qui préfèrent le statu quo et la stabilité et la sécurité au changement, à l'innovation, puis qu'on a juste à peu près un petit 20% des humains qui sont visionnaires, puis qui voient dans le futur, puis qui sont rapides à être dans le changement. On voit qu'il y a des écarts au niveau de la perception du changement, puis on n'a pas les mêmes besoins, puis on n'a pas les mêmes éléments de motivation face au changement. Donc, c'est tellement important de comprendre ça, puis de s'assurer que quand c'est facile pour nous, puis on a le talent naturel d'amener les gens à bon port, puis parce qu'on a la vision, puis qu'on est capable de mobiliser, puis de faire voir aux gens ce qui va être positif, même si à court et à moyen terme, ça amène un certain chaos, un certain désordre, certaines pertes ou deuil, ben c'est de la transformation et c'est de l'évolution. Parce qu'après ma base, c'est pas ça qu'on voit, mais dans le changement, c'est toujours une évolution. Des fois, ça peut être une révolution, des fois, ça peut être une régression. Des fois, on pense que les changements vont être bénéfiques, c'est pas toujours le cas, mais si on le fait pas, on le saura pas. Donc, tout ça pour dire que ça prend vraiment des gens qui vont l'idée, qui vont diriger le changement, qui sont des bons communicateurs, qui vont vraiment euh, se sentir inspirés à partager euh, d'où vient le changement et pourquoi on le fait. Parce que les gens veulent comprendre le sens. On a besoin de donner un sens à pourquoi on changerait les choses, puis qu'est-ce que ça va donner. Le fameux What's in it for me, qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, c'est important de le comprendre au niveau de l'organisation, au niveau du département, au niveau des employés comme tels, puis même au niveau personnel. C'est ce qui nous donne souvent le courage de passer à l'action quand on sait qu'on a besoin de prendre une décision difficile dans la vie. Ben, c'est de mettre le focus sur le moyen puis le long terme, de déjà voir que quand on va avoir traversé les flots, parfois à radeau, parfois un petit bateau, des fois une grosse embarcation, puis de s'imaginer sur l'autre rive, c'est ça qui va nous inspirer, qui va nous donner le courage puis la force. Puis c'est ça qui va souvent nous stimuler au niveau des idées. Parce que d'inclure les gens, c'est une autre façon de le faire aussi que je vous invite à regarder comment vous pouvez le faire, c'est d'aller chercher leur input, d'aller chercher leurs idées, d'aller chercher leurs suggestions, puis de leur laisser le temps d'exprimer, de leur laisser le temps, puis de créer des espaces, puis des moments à différentes étapes du changement à votre fameux plan, parce qu'idéalement, on veut se faire un plan. Votre plan, il ne sera pas parfait. Puis je ne veux pas avoir comme 12, 15 étapes, c'est ça souvent que je dis à mes clients, dans le sens que des fois, c'est trop. Puis on ne veut pas trop décortiquer chaque chose en son temps, mais au moins avoir des grands blocs pour qu'on puisse savoir, un peu comme une map quand on part en voyage, on va faire un arrêt à telle place, puis on va aller visiter telle chose, puis graduellement, c'est là qu'on voit comment le voyage va se dérouler. Bien, c'est un peu la même analogie quand on est dans un changement, c'est on part en voyage, puis d'inclure les gens dans le voyage, ils peuvent amener leur idée, leurs suggestions, mais aussi d'exprimer c'est quoi leurs inquiétudes face au voyage, c'est quoi leurs préoccupations face au voyage. Puis comme on n'est pas tricoté pareil, bien, ils peuvent amener des choses que nous, on n'avait peut-être pas pensé, étant peut-être à la tête dirigeante ou on est la locomotive du changement. Donc, puis aussi d'entendre leurs préoccupations puis leurs besoins, ça leur permet d'exprimer, d'évacuer, de ventiler. Puis c'est correct, ça fait partie dans notre façon de se positionner, dans notre posture intérieure pour accompagner nos gens dans le changement, c'est d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie. On ne peut pas être complètement déconnecté humainement de comment les gens se sentent. Puis ça ne veut pas dire de rester longtemps dans la victimite ou dans le chiolage ou dans le braillage, là. Je vais dire ça comme ça. C'est correct de vivre un moment euh, où est-ce qu'on est déstabilisé, mais rapidement, le plus rapidement possible, je vais dire comme ça, de se donner des moyens
pour revenir à flot. On a l'impression qu'on se noie au début, mais de revenir à flot pour que je fasse, que le changement me fasse moins mal. Comment je peux davantage embarquer dans le changement quand je le subis, quand il m'est imposé? C'est ce qui va m'aider aussi dans mes étapes à comprendre que oui, peut-être que je perds quelque chose, puis ça me fait vivre des inconforts, et aussi cohabiter avec l'espoir, aussi cohabiter avec les possibilités, puis avec les opportunités. Donc, ça prend vraiment, je reviens à ça, de l'intelligence émotionnelle, puis de créer ces espaces-là où que les gens peuvent discuter, échanger, parce qu'il y a toujours des gens dans un espace comme ça où on fait parler les gens qui vont venir équilibrer de par leur sagesse, de par leur vision, de par leurs paroles, de par leur propre posture intérieure. On a tous vécu du changement dans la vie, parce que la vie, c'est une série continuelle de changements. Donc, des fois, de se rappeler aussi qu'est-ce qui a bien été quand on a vécu un changement dans le passé, qu'est-ce que ça m'a apporté, puis comment on a grandi, puis comment on a évolué. Donc, c'est de voir à la fois ce qu'on peut perdre, puis à la fois ce qu'on peut gagner. Donc, de créer ces espaces-là au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes du changement, ça va faciliter le changement. Puis les gens vont se sentir considérés, je le répète, c'est important. Euh, puis, c'est une autre intervention en parallèle, mais quand il y a toujours un 1% ou un 2% qui sont jamais contents, qui vont toujours être plus chialeux, qui sont toujours plus critiqueux, qui vont râler, ben à ce moment-là, ça prend peut-être plus d'intervention en individuel avec eux, mais ça, c'est comme un autre sujet. Mais quand même. Euh, donc, de cibler les gens qui adhèrent, puis qui suivent le mouvement, ils peuvent devenir de bons ambassadeurs pour vous. Donc ça peut être intéressant aussi d'être à l'écoute de ces gens-là qui veulent contribuer au changement, puis de les impliquer, puis de regarder quel rôle de leadership positif on veut leur donner au sein du changement. Bien sûr, la patience. Idéalement, de ne pas être dans le jugement, d'être dans la patience, de reconnaître que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais si c'est mieux fait, si c'est bien fait, ça va être avec moins de heures possible. Puis aussi d'être humain dans le sens aussi de le partager comme une forme un peu de certaine vulnérabilité, de dire on ne sait pas tout ce qui va arriver, on n'a pas la science infuse, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera pas, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas corriger les choses en chemin, mais on va faire du mieux qu'on peut. C'est de clarifier votre intention, puis de le nommer que vous n'avez pas la science infuse. Euh, Ça va aussi permettre aux gens comme une meilleure connexion au niveau du cœur avec vous, de ne pas juste avoir un processus au niveau de la tête. Voici notre plan, voici les étapes, voici les échéanciers, voici ce que vous avez besoin de faire. C'est très mécanique, c'est très tête. Fait que ça en prend un peu, mais si vous n'allez pas chercher l'aspect du cœur, l'aspect humain, en bon québécois, vous êtes faite. Ça ne fonctionnera pas. Donc, de rester connecté sur le terrain au fur et à mesure que vous avancez dans les étapes du changement va vous permettre de régulièrement prendre le pouls, puis d'intervenir, comme je disais tantôt, peut-être avec les gens avec qui c'est un petit peu plus difficile, puis qu'on veut prendre des fois un petit peu plus de temps en individuel avec eux. Puis aussi, de féliciter les bons coups. Au fur et à mesure qu'on avance, de féliciter où ce qu'il y a eu de l'ouverture, où ce qu'il y a eu de l'adhésion, où ce qu'il y a eu de l'engagement, où ce qu'il y a eu des gestes qui ont été posés, où ce qu'il y a eu de l'innovation, de la créativité, de l'inspiration, de la mobilisation. Puis le leadership, là, ça vient pas avec le statut puis avec le poste. Il y a des personnes qui ont des postes qui n'ont pas le spotlight sur eux, qui n'ont pas un processus décisionnel, mais qui sont des super bons leaders dans les équipes, dans l'organisation. Donc, ça, c'est important d'être dans le mode reconnaissance aussi par rapport à comment ça se passe dans le quotidien puis dans les semaines à venir. Donc, puis au niveau euh, personnel, parce que je veux quand même faire le lien par rapport à ça, parce que je le disais tantôt, on est tous dans des changements quand même assez intenses ces temps-ci. Ben, c'est de revenir à soi. C'est de s'observer. Qu'est-ce que ça me fait vivre, moi, le changement personnellement? Euh, Est-ce que j'ai tendance à être plus dans le déni? Est-ce que j'ai tendance à être plus dans la peur, dans paralyser, dans vouloir fuir?
pour vouloir en parler, de résister, d'avoir le pied sur le frein, de ne pas être un bon joueur d'équipe, de ne pas collaborer parce que là, ça me fait tellement mal ce changement-là que je veux faire payer l'autre. Euh, Est-ce que j'ai tendance à être trop justement des fois dans l'humain? Est-ce que j'essaie trop d'adoucir les coins? Est-ce que je suis trop accommodant? Est-ce que je prends des responsabilités qui ne m'appartiennent pas? Est-ce que je vais enlever trop de souffrance à l'autre qui m'empêche des fois de passer plus vite à travers le changement? Euh, L'équilibre est toujours fragile, hein? Puis il n'y a pas de parfait chemin, mais l'important, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir à l'aspect humain, de rester connecté là-dessus. Mais une fois que je suis dans l'humain, puis une fois que je suis dans les émotions, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Puis souvent, c'est de se faire accompagner, autant au sein des équipes, autant au sein de l'entreprise, autant personnellement. À un moment donné, d'en parler avec des collègues, d'en parler avec des amis, d'en parler avec le conjoint, avec la famille, ça peut aider, mais parfois, ils ont leur propre agenda, eux aussi. Ils ont leur propre peur, eux aussi. Ils ont leurs propres croyances, ils ont leurs propres limites, ils ont leur propre vécu face au changement. Donc, à un moment donné, c'est bon aussi de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui est complètement neutre, objectif et qui va avoir les bons outils pour vous accompagner, pour que ça soit plus simple, plus facile, parce que c'est toujours une occasion de grandir puis d'évoluer le changement. Puis je reviens à ça, mais la vie, ce n'est que du changement. Donc, toujours surprenant qu'on soit surpris qu'il y ait du changement. Quand on y pense, euh, il n'y a rien de constant, il n'y a rien de stagnant. Puis ce qui stagne, éventuellement, va pourrir, ça va puer, ça va se décomposer. Donc, il faut revenir à l'élan de la vie, puis de reconnaître que le changement fait partie de la vie, de nos vies, puis de notre propre cheminement d'humain. Mais comment peut-on s'aider? Ben, c'est de prendre soin de soi, d'abord et avant tout. Comment on peut prendre soin de soi à travers un changement, soit qu'on a choisi, qui est imposé? Même chose, comment on peut prendre soin de notre équipe puis de notre organisation? Prendre soin de nos ressources. Communiquer aussi, comment je m'y prends pour communiquer mes frustrations, mes peurs, ma colère, ma résistance, et aussi comment je communique ma, mon enthousiasme, mon dynamisme, mon leadership positif. Alors ça va venir aussi aider. Puis quand ça ne fait pas partie de nos forces, on ne s'entête pas à devenir bon là-dedans, mais comment je peux aller m'entourer de gens qui ont ces forces-là naturelles, qui peuvent venir m'aider à prendre un vol d'hélicoptère, à prendre la perspective, à prendre du recul pour m'aider à avoir des angles morts, puis de m'aider des fois à me projeter dans le futur si j'ai tendance à avoir une vision plus micro, puis m'enfarger des fois dans les fleurs du tapis, dans les détails, puis dans ce que je perds. Donc, c'est important d'avoir des gens autour de nous qui peuvent nous aider à avoir une certaine maturité émotionnelle quand nous-mêmes, notre petit enfant de 5 ans, a plus de misère dans un moment, surtout de séparation, quand on est en train de se faire laisser par un conjoint, qu'on vient de perdre notre emploi, que là, on est à risque financièrement de perdre peut-être la maison, ou quand on est dans un déménagement, c'est des grandes étapes de vie. La maladie aussi, on perd notre autonomie. C'est vraiment des bons défis de faire face au changement. Donc, on veut pas vivre ça seul, puis on veut être conscient que on veut être bienveillant, puis on veut être patient. Je ramène beaucoup à ça. Puis, de se faire un plan, quand c'est un changement aussi, même quand il est imposé, quel plan que je peux faire avec moi-même? Qu'est-ce qui va me permettre de me stabiliser émotionnellement, de me solidifier? Puis comme je disais tantôt, tu sais, de revenir un petit peu dans le passé, de dire, j'en ai déjà vécu des changements, puis c'est quoi que ça m'a apporté? De reconnecter avec ça, ça va venir faire du bien. Puis de se rappeler que aussi, c'est ma responsabilité de m'auto-gérer. C'est ma responsabilité de m'auto-réguler dans ça. Je peux pas toujours attendre puis souhaiter que les autres le fassent pour moi. Je peux aller chercher de l'aide, mais à la base, je suis mon propre leader. Donc, c'est important de se rappeler ça. Puis aussi de se faire confiance. On peut-tu revenir à ça? On est un puits quasiment illimité de ressources intérieures. On a plein de potentiel. C'est souvent dans des moments les plus ardus, les plus difficiles qu'on se rend compte à quel point on est plein de ressources, qu'on est plus fort que l'on pense.
même si c'est pas toujours facile. Fait que pour moi, ça, c'est important aussi de revenir à ça. Puis d'arrêter d'avoir l'attente irréaliste qu'il n'y aura pas de changement, puis que le statu quo va rester pour le reste de notre vie. Parce que ça, c'est là qu'il y a les plus grands drames. C'est quand j'avais l'attente irréaliste que la vie ne changerait pas, que la situation ne changerait pas. On devient notre propre ennemi dans ce temps-là, fait qu'il faut faire attention à ça. Puis d'accepter d'être dans des moments de malaise, dans des moments d'inconfort, dans des moments de mal-être, dans des moments d'être déstabilisé. Mon radeau, il est loin d'être solide, là, je perds quelques bio. C'est pour ça que c'est important de se rappeler que ça aussi, ça va passer. C'est tellement important de se ramener ça. Donc, d'être dans l'espoir. C'est pas parce que ça va moins bien en ce moment ou que c'est douloureux en ce moment que ça va être ça éternellement. Donc, comment je peux nourrir l'espoir? Comment je peux la faire cohabiter en même temps que mon malaise et mon mal-être? Ben, des fois, c'est juste de reconnaître que j'ai des moins bonnes journées, puis des moments, j'ai des meilleures journées. Mais de prendre soin de soi, de bien s'alimenter, de bouger, de faire du sport, de m'exprimer, de ne pas garder ça en dedans de nous. Ça, c'est hyper important. Euh, donc, comme à l'habitude, quelques petites questions de coaching à la fin de l'épisode pour vous donner, j'espère bien, quelques pistes de réflexion pour venir vous faciliter le processus. Donc, qu'est-ce que le changement signifie pour vous? Peut-être intéressant juste de revenir à la base. Ouais, c'est quoi, ça fait longtemps ou peut-être je me suis jamais posé la question. C'est quoi ça représente pour moi le changement? Donc, à la base, d'être à l'affût de c'est quoi mes croyances, c'est quoi les émotions que ça génère. Déjà là, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui est déjà à recadrer, à travailler, puis à quoi faire attention face au changement. De quoi avez-vous le plus besoin en période de changement pour être bien ou pour être mieux, juste mieux? C'est le qu'est-ce qui me permet d'être le mieux possible en période de changement? De quoi j'ai le plus de besoin? Des fois, c'est justement de, de prendre encore plus soin de moi, de, de passer du bon temps. Peut-être d'écrire, ça me ferait du bien. De, de bouger, d'aller passer du temps dans la nature, d'aller chercher des ressources, comme je disais tantôt. Il y a tellement de ressources maintenant qui peuvent nous aider. Donc, de quoi avez-vous le plus besoin en période de changement pour être bien, pour être mieux? Puis, un peu à l'inverse, comme la phase B là, de la question, quel est votre pire ennemi quand vous faites face au changement? Dans quel piège vous avez tendance à tomber quand vous faites face au changement? C'est quand même bon de le ramener à la surface. Ça peut être des questions qu'on peut amener en équipe. C'est quoi notre perception du changement? C'est quoi la signification qu'on accorde au changement? C'est quoi qu'on aurait besoin le plus à ce moment-ci pour être bien, pour être mieux en équipe, pour faire face au changement? Puis à l'inverse, c'est quoi le piège dans lequel on pourrait facilement tomber, puis que maintenant qu'on le sait, on va faire attention à ça? Qu'est-ce qui serait facile? Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait notre pire ennemi comme équipe face au changement? Alors, les questions sont autant bonnes au niveau individuel que d'équipe. Autre question. Qu'est-ce qui vous permet de garder l'espoir à travers le changement, surtout à travers les moments plus crunchy, là, à travers les moments plus difficiles, là, justement quand on voit moins à l'avant? C'est quoi qui vous permettrait ou c'est quoi qui vous permet de garder l'espoir quand ça va moins bien? Parce qu'on a tous déjà passé à travers des situations semblables. Donc, qu'est-ce qui nous permet de garder l'espoir? Ça peut être un symbole, une image, un ancrage, une habitude, un outil, de le ramener à la surface, de garnir le coffre à outils de toute l'équipe quand on a des échanges, de faire poser la question à tout le monde. Ça peut être très riche, très intéressant. Et finalement, justement, quels ont été les bénéfices des changements passés dans ma vie? Quand j'ai eu à faire face à des changements dans ma vie passée, soit qui ont été imposés, soit que j'ai choisi, mais qui m'ont vraiment donné la chienne, comme on dit en bon québécois, qui m'ont fait peur, qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort, qu'est-ce que ça m'a apporté ou qu'est-ce que ça nous a apporté? C'était quoi les retombées positives, les bénéfices? Puis c'était quoi l'évolution qui a découlé de ça? Donc,
de parler de ce que ça nous a amené, c'est déjà de se donner des nouveaux ancrages, de nous donner des stabilisateurs. Je reviens toujours à naviguer là, sur les flots de changement, puis de nous donner des balises solides pour faciliter le changement. Donc, pour récapituler, le changement, c'est toujours à la base humain. C'est toujours une notion humaine. C'est de se donner l'espace, de créer l'espace pour en parler, de verbaliser autour de ça, de comprendre qu'il y a des phases à travers ça, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire à chacune des phases pour nous aider à sortir du déni, à sortir de la résistance, à être dans l'ouverture, dans l'exploration des possibilités, des opportunités. Ensuite de ça, l'adhésion, l'engagement. Alors, de quoi ça a l'air quand j'adhère au changement finalement? De quoi ça a l'air quand je m'engage finalement? Puis c'est là qu'habituellement on voit l'évolution, puis on voit les bons côtés qui découlent du changement. D'être patient, de reconnaître que ça prend le temps que ça prend, puis que parfois il faut revenir à des étapes précédentes parce qu'on s'était trompé, parce qu'on avait manqué des aspects. Ça aussi, c'est humain. Puis de surtout pas penser que parce que vous avez un plan, puis que vous l'avez dit une fois, puis que vous demandez aux gens de faire X, Y, Z, que c'est ça qui va se passer. Ça, ce serait vraiment d'être utopique, puis d'être dans l'irréalisme. Alors, sur ce, je vous souhaite de naviguer le plus allègrement possible dans les changements actuels et à venir, puis de vraiment revenir à vous. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi dans la joie puis la légèreté, de revenir à l'humain quand on est dans le changement. Puis, si vous êtes un gestionnaire, un leader qui a à naviguer à travers le changement au niveau de votre équipe, votre organisation, j'espère que c'est venu vous donner certains indices. Ça me fait toujours un grand bonheur d'accueillir des clients qui vivent ces aspects-là au sein de leur organisation. Et puis, vous pouvez me trouver au www.chantalbinet.com. Donc, comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus et vos idées de podcast aussi. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne navigation et à la prochaine.